Chaque jour est différent, on travaille sur des ouvrages particuliers, on peut travailler sur des grosses réhabilitations d'un bâtiment qui va être en R+10, comme une maison d'architecte avec une méga piscine, des maisons que moi je pourrais pas me payer aujourd'hui parce qu'elles pèsent plusieurs millions d'euros de travaux, où on va travailler sur un hôpital, une maison de retraite, des ponts, vous touchez à tous les domaines. On travaille beaucoup avec l'armée et on a des gens chez nous qui sont habilités secret défense. Ah là, il a engueulé tout le monde sur le chantier, c'est quoi ce bordel? On a une IA qui s'appelle Jules, qui a été créée, qui est vraiment fermée, qui est propre à Bureau Veritas, qui n'y a pas d'interaction extérieure. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode dans lequel j'accueille Johan Kraft, qui est directeur d'agence chez Bureau Veritas, et Thierry Gilbert, qui est lui manager SPS, donc sécurité et protection de la santé, si je me trompe pas, chez Bureau Veritas exactement, également. Pour présenter un petit peu les sujets dont on va parler, on va dans un premier temps, je pense, parler du groupe Bureau Veritas, des différentes activités et peut-être parler plus spécifiquement aussi du secteur de la construction. C'est vrai que moi, c'est un groupe que je connaissais pas plus que ça, auquel on n'avait pas plus que ça, je trouve, été exposé à l'IUT de Bourges en comparaison à d'autres gros groupes du BTP, donc je pense que ça peut être intéressant de développer là-dessus. Ensuite aussi parler peut-être du volet SPS, donc santé, protection de la santé, sécurité, potentiellement d'accidents auxquels vous avez pu être témoin et de quelle protection il est intéressant de mettre en œuvre sur chantier. Étant donné qu'il y a quelques étudiants qui écoutent également parler de ce qui fait qu'un jeune serait potentiellement intéressé par le groupe Veritas et ce qu'il pourrait y retrouver en comparaison à d'autres groupe du BTP, comment évoluer également dans le groupe, etc. Et puis terminer par un volet qui concernerait un peu plus les avancées technologiques, l'innovation au sein du groupe Veritas et du secteur de la construction au sens plus général. Donc comment ça va ? Pour le moment, ça va bien. On a été bien accueillis, on a droit à un petit café. Donc maintenant, on va pouvoir échanger. Ouais, donc pas trop stressé, ça va. Je sais que vous n'en aviez pas fait beaucoup, mais bon, ça va bien se passer. Oui. Est-ce que du coup vous pourriez essayer de décrire un petit peu au sens large les activités de Bureau Veritas dans un premier temps, et puis dans un second temps peut-être plus au niveau de la construction des prestations que vous proposez? Tu veux y aller? Je vais prendre la main. Donc le Bureau Veritas, c'est un groupe national et international. On a été mis en place en 1828 pour des contrôles de marchandises et des contrôles de bateaux. Tu m'arrêtes si je me trompe. Oui, c'est ça. En fait, dans les années 1820 et quelques, il y a eu énormément de tempêtes au niveau mondial et il y a beaucoup de compagnies maritimes qui ont eu leurs navires qui se sont échoués. Et en fait, tous les assureurs qui assuraient les bateaux, en fait, ont failli faire faillite parce que justement, ils n'avaient pas anticipé ça. Ils n'avaient pas une vision de l'état des compagnies maritimes et de leur flotte. Donc du coup, Bureau Veritas était là pour accompagner et faire une vérification pour donner un indice de confiance, justement, de savoir où en étaient les compagnies et l'état de conservation en fait de leur flotte. Donc Bureau Veritas a été construit sur cette base-là et on s'est développé en fait pour arriver à la construction en fait, au contrôle en fait des éléments de construction et de l'organisation des chantiers. C'est pour ça qu'on a dans notre filiale Bureau Veritas Construction deux filières qui sont le contrôle technique et le SPS. Ok. Et c'est intéressant en fait. Ça a commencé vraiment sur quelque chose de plutôt spécifique, si c'était le contrôle des flottes marines, et puis ça commence avec un homme en particulier ou ça a été, je sais pas si vous saurez répondre à ça, mais alors ils étaient deux à l'origine. Les noms, je suis très mauvais sur l'histoire, je pourrais pas vous le dire, c'est une bonne colle. On n'a pas révisé, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été créé à l'origine pour cette partie-là. C'est un groupe français? Oui. Okay. Et Bureau Veritas, en fait, a suivi toute l'évolution. C'est-à-dire que dans les années 1910, l'automobile s'est développée, donc on a accompagné les personnes qui se faisaient le développement automobile pour justement permettre ces évolutions technologiques. Ouais. Après, dans les années 1920, il y a eu la révolution industrielle, donc Bureau Veritas a accompagné les entreprises et les maîtres d'ouvrage pour justement s'assurer de la qualité de leur production. Et en fait, la qualité de notre groupe, en fait, c'est qu'on est très agile
et on suit l'évolution en fait du monde. Du marché en cours. On suit l'évolution du marché, des besoins et on accompagne nos clients. Tous les jours, on fait l'innovation parce qu'en fait, nos maîtres d'ouvrage viennent nous chercher pour des besoins particuliers. Soit on les maîtrise et on va par notre expertise et les personnes qu'on a, on va les accompagner. Soit on va les accompagner pour innover, pour aller chercher les sujets. Tout à l'heure, vous parliez d'innovation. Par exemple, nous, notre transition numérique, on l'a fait il y a plus de 10 ans. À force de dire 10 ans, ça fait bientôt 15. Il y a encore 20 ans, vous parliez des gens, des ingénieurs de chez nous, ils demandaient des piles de papier, on était tous sur papier, ils griffonnaient, ils faisaient leurs calculs sur les docs. Aujourd'hui, ils ont tous des écrans 23 ou plus pouces et ils sont 100% des maths avec des dossiers. Et en fait, les papiers qu'on a, on a beau dire aux entreprises de pas nous les donner, l'inertie du bâtiment est tellement longue qu'on reçoit encore des dossiers papier. En fait, on les met tout de suite au tri parce qu'on en a plus besoin et on n'a plus de quoi les stocker en fait. D'accord, ok. Donc on est vraiment 100% dématérialisé, que ce soit pour la partie contrôle technique ou pour la partie CSPS. Notre cœur de métier, c'est vraiment d'accompagner les projets et de fiabiliser en fait les projets. De façon à ce que quand vous faites une construction, que celle-ci puisse durer dans le temps, qu'elle soit aux normes, les normes françaises forcément, mais qu'elle soit aux normes et qu'elle puisse perdurer en fait sur la durée de vie du bâtiment. Ok, et justement la question que je me posais, c'est dans une opération de construction, comment est-ce que s'inscrit un peu Bureau Veritas? Admettons que voilà, on a un maître d'ouvrage qui généralement fait appel chez un maître d'œuvre, qui fait des appels d'offres pour désigner des entreprises afin que voilà, les différents lots soient répartis. Est-ce que c'est directement le maître d'ouvrage qui fait appel à Bureau Veritas, et ce, quel que soit le secteur d'activité pour la construction et autres, ou est-ce que parfois c'est dans des configurations différentes et il y a un appel d'offres auquel répond Bureau Veritas? Il y a un peu tout, en fait, ça dépend si on est en marché privé ou public. On a des partenaires qu'on connaît, donc qui nous sollicitent directement. On a des accords cadres nationaux ou en local qui font qu'en fait, ils vont bosser exclusivement avec nous. Mais après, on répond aussi à des marchés publics, des appels d'offres pour les mairies, les départements, les écoles. Et quand on est sollicité, on va répondre. Donc, on est mis en concurrence. On fait un mémoire technique, on va détailler les équipes qu'on met en place, on va faire un chiffrage par rapport aux données qui nous sont données. Souvent, c'est le montant des travaux, un peu la description des travaux et ce qui va être les particularités de votre chantier. Est-ce que ça va être une structure en bois? Est-ce que ça va être quelque chose de biosourcé? Est-ce qu'on va être sur du traditionnel avec du parpaing, de la maçonnerie? Et en fonction de ça, nous, on va vous faire une offre en contrôle technique et CSPS. Et quand on est retenu, on va intervenir en fonction des différentes phases, mais le but, en fait, nous, c'est d'intervenir le plus tôt possible pour accompagner le maître d'ouvrage. Donc, généralement, ça nous arrive d'intervenir dès les premiers coups de crayon de l'architecte. Il a déjà fait il a une vision de son bâtiment par rapport aux besoins du maître d'ouvrage, et nous, on va déjà l'accompagner pour ne pas arriver juste avant la consultation des entreprises, parce que, à la limite, si on intervient à cette phase-là et qu'on détecte des non-conformités, il est déjà trop tard. Nous, on est là pour accompagner le maître d'ouvrage, pour lui dire, alors généralement les missions, ça va être la solidité, la sécurité incendie, l'accessibilité, mais ça peut être très vaste, ça peut concerner aussi la thermique, l'acoustique. En fonction de ce que souhaite le maître d'ouvrage et des exigences réglementaires, on va l'accompagner là-dessus. Et nous, on va lui, dès les premiers dessins, lui dire est-ce qu'il est dans le bon chemin pour que son bâtiment à la fin soit livré conforme, ou est-ce qu'il y a des choses qu'il doit améliorer. Ok. On est vraiment là pour participer à l'acte de construire. Et après, il y a la partie CSPS. Pour la partie CSPS, on va plutôt s'orienter sur la sécurité. Alors, la sécurité pour les interventions ultérieures sur le bâtiment, pour dire à l'architecte, vous allez construire un bâtiment avec une terrasse. Et si vous mettez des équipements techniques sur la terrasse, comment vous y accédez? Comment les intervenants peuvent faire leur travail en sécurité, etc., etc. Donc, effectivement, nous aussi, on intervient au tout début. Dès les premiers dessins, croquis, etc., on essaye d'accompagner l'architecte pour dire attention, pensez à ça. Notre rôle, c'est plutôt de poser des questions et d'amener des points de réflexion en fait, et des points sur lesquels l'architecte il doit vraiment réfléchir à la construction de son bâtiment pour que pour les interventions ultérieures du maître d'ouvrage, ce soit facilité et que ce soit fait en sécurité. Ok. Et il y a des marchés à bonne commande où c'est vraiment à chaque fois des appels d'offres ou alors des affaires qu'on vous donne? Il y a de tout. Il y a des marchés à bonne commande aussi. Il y a des marchés à bonne commande, il y a des appels d'offres, on a du gré à gré, on a. On avait jusqu'à maintenant un marché à bonne commande avec la ville de Bourges.
Ok. Donc, c'est-à-dire que dès qu'il y avait un chantier avec la ville de Bourges, comme on était exclusif, c'était nous qui suivions tout. Ouais. Donc là, on a des écoles qui sont en cours, mais ça va de petits travaux, parce qu'il y a, dans un bâtiment de la mairie, ils doivent refaire un local coupe-feu, donc on va regarder la sécurité incendie, jusqu'à un accès ou une modification d'accueil, ou la construction, ou la réhabilitation de gros bâtiments. Ou la Donc, ça réflexion peut- de l'IUT, par exemple. Voilà. Donc D'accord. ça va de, par exemple, un petit projet qui va coûter 5 000 € de travaux, comme un projet qui va coûter 10-15 millions d'euros de travaux. C'est vraiment très vaste, en fait. D'accord. C'est pour ça que nos collaborateurs s'ennuient jamais, parce que chaque journée est différente. Parce que vous multipliez le type de chantier, vous multipliez le nombre d'interlocuteurs, que ce soit les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre et les entreprises. Donc on n'a jamais dans les journées qui se ressemblent. Et c'est pour ça qu'on a des gens qui sont chez nous depuis très longtemps, parce que même si dans certains métiers on peut dire je fais toujours la même chose, mais c'est toujours différent. Donc moi j'ai des collaborateurs, il est rentré chez nous en 1989 quoi. Ah oui. Ah oui. Il a jamais bougé. Enfin comme il était pas forcément sur le secteur, aujourd'hui il est sur la région centrale de Loire, avant il était sur un autre secteur. Mais il est resté chez nous parce que justement il s'y sent bien, je pense, autrement il serait allé voir ailleurs. Mais on l'a accompagné dans son souhait de mobilité et après il suit des dossiers de plus en plus importants vu qu'il a une grande expérience. Donc c'est ça qui est intéressant. Et notre métier, en fait, on couvre différents secteurs de la construction. Donc on peut travailler à la fois dans l'industrie nucléaire également. On peut travailler dans du logement, la construction de logement. On peut travailler avec la SNCF, des réseaux ferrés, du Cofiroute sur des ouvrages d'art. Véolien offshore. Véolien offshore, toutes les énergies renouvelables. Offshore, avec c'est maritime. maritime. C'est ouais, ça, c'est en mer, donc on a des gens qui sont habilités pour aller Ouais. justement sur les sites. sur des éoliennes, les panneaux photovoltaïques, tout ce qui est énergie verte, les bornes IRVE qu'on installe pour les Ok. véhicules électriques. Voilà, on accompagne en fait vraiment nos clients sur tous les différents secteurs de la construction, quoi qu'ils construisent. Et vous avez des équipes chez Bureau Veritas où c'est vraiment de la prestation intellectuelle avec des techniciens et du conseil en fait ou est-ce qu'il y a vraiment pour les bornes là typiquement, est-ce que c'est des ouvriers de chez Bureau Veritas qui vont venir intervenir pour poser la borne ou est-ce que c'est Non. Nous, on a vraiment une prestation de vérification, de D'accord, contrôle. ok. En fait, on n'est pas, on construit pas en fait D'accord, l'ouvrage. Par contre, on a des électriciens qui sont plus chez Yuan, qui eux vont venir contrôler une fois que la borne est installée, qui vont venir mettre les mains, je dirais, dans la borne pour vérifier que il n'y a pas de non-conformité électrique. Mais On est vraiment sur une prestation intellectuelle. D'accord. C'est-à-dire qu'on a, justement, dans nos métiers, en fait, on ne conçoit pas, on ne réalise pas, on est là pour faire ce zoom arrière, Ouais. pour s'assurer que l'avis sur l'ouvrage va être correct. Parce qu'en fait, quand vous multipliez le nombre d'intervenants, vous avez l'architecte et le maître d'œuvre qui ont été chefs d'orchestre, qui vont travailler pour le maître d'ouvrage, et après vous avez les entreprises qui vont intervenir. Donc vous allez avoir un maçon, vous allez avoir un charpentier, vous allez avoir un couvreur, si vous avez du bardage, vous allez avoir une entreprise, vous allez avoir un menuisier qui va proposer les menuiseries extérieures. Et en fait, tous vont travailler, mais ils vont pas forcément avoir cette vision globale sur l'ouvrage. Donc, nous, là, on est là pour faire ce zoom arrière, pour s'assurer que quand tout va s'imbriquer, à la fin, le bâtiment, il tienne, et qu'il soit clos et couvert, donc étanche à l'eau, à l'air, et que on se retrouve pas avec un bâtiment qui fuit partout, et que, Ouais. et que ça souffle, C'est il mieux. bouge, quoi, pour faire simple. Donc, on est là vraiment pour faire accompagner, mais toujours dans ce regard, cette vision extérieure pour accompagner nos maîtres d'ouvrage. Et après, on parlait d'ouvrages exceptionnels, mais ça va en effet la maison d'architecte. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand un particulier construit une maison, dès que le montant de travaux est important, son assureur lui demande une mission de contrôle technique. Donc D'accord. ça nous arrive souvent d'être sollicité. Là, du côté de Vierzon, une maison qui doit peser 1 million d'euros qu'on suit, coût de construction. Donc voilà, on a accompagné le maître d'ouvrage à chaque étape de la construction de son bâtiment. Mais après, ça va être une passerelle ou un pont sur le Cher là qu'on a suivi à côté de Tours. Ça va être le tram. Ça va être des ouvrages. Par exemple. Oui, l'hôpital Le Tour, toi en CSPS. Tel le tour. Ça va être. Ils refont un tronçon là sur le tram de Tours, je crois. Oui, bah c'est ça. Donc nous, on a la mission. mission là en contrôle technique des CSPS pour la ligne 2 du tram. Ok. Donc ça va être tous les ouvrages d'art, tous les réseaux, les confortements de voies et tous ces éléments-là, quoi. Et vos homologues en France, j'ai déjà entendu parler de CITES par exemple ou de Socotec, je sais pas si c'est comparable, s'ils font des choses différentes ou si. On a tous nos particularités. Après, en effet, on a de nombreux confrères ou concurrents, on utilise le terme qu'on veut. Ouais.
Mais on est plusieurs sur le marché, en effet. Après, on a embrayé tout de suite sur la partie contrôle technique et CSPS. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Bureau Veritas est présent dans plus de 140 pays. D'accord. Alors les chiffres, j'ai pas révisé, je sais pas si vous avez posé la question, mais on est à peu près 80 000 collaborateurs dans le monde, voire plus. Ouais. On est un peu plus de 8 000 en France. Donc Okay. en fait, on couvre tous les domaines, tout ce qui est contrôlable. On est là, ça veut dire que on parlait des bateaux, mais on va accompagner dans l'agro, on va faire les vérifications. Pour tout ce qui est exploitation, les installations électriques des bâtiments en fait. On va faire les contrôles et périodiques. puis même pour la certification en fait, si vous connaissez notre logo, c'est celui-là là. Ouais. Si quand vous allez sortir et que vous allez prendre la route, vous allez regarder, vous allez souvent voir le logo à l'arrière des camions. Et en fait, c'est parce que ils ont été certifiés par Bureau Veritas Certification pour certaines normes, pour la qualité de l'entreprise et ainsi de suite. Donc nous, on est là aussi pour ces vérifications-là, ces accompagnements, et on est le leader mondial de la certification. D'accord, ok. Voilà. Ah oui. Donc on est vraiment présent dans l'industrie, sur la vérification des soudures. C'est très très large en fait. Le mieux, c'est d'aller sur notre site internet, tout est bien expliqué avec les différentes filiales, mais voilà, ça permet de voir que nous, on est très centré, c'est notre cœur de métier, donc on parle beaucoup de la construction, puis on est là pour ça. Mais on accompagne nos maîtres d'ouvrage dans beaucoup de domaines, que ce soit de la pollution, quand les entreprises vont travailler sur un site pollué, sur la pollution de sol, il va y avoir des analyses qui vont être faites. On a des équipes qui sont en exploitation qui vont accompagner. Des mesures de désamiantage, voilà, des mesures d'air, des mesures de poussière, etc. Et après, on a tout un pôle qui est important chez nous, c'est dès qu'on va livrer le bâtiment, il va partir en exploitation. Et donc, on a des vérifications périodiques. Donc, on a des équipes qui sont en exploitation, où là, on a des techniciens et des ingénieurs qui vont aller suivre de façon périodique l'état de conservation du bâtiment. En fait, vous avez des obligations réglementaires en fonction du classement de votre établissement pour faire des vérifications en sécurité incendie, en électricité, ou les équipements de levage, les équipements sous pression. Donc vous avez des vérifications et nous on a des équipes dans tous les départements qui vont venir faire ces vérifications régulières. Ok, et là où vous avez le plus d'activité, c'est en France ou c'est dans d'autres pays? Ce serait quoi les pays dans lesquels vous êtes le plus présent? On est présent dans les pays émergents, en Asie, en Inde. Quels les pays émergents en fait? Ouais, on est présent un peu. On a, j'ai pas sorti les chiffres, on ne sait pas bien, mais on doit avoir peut-être 20% d'activité sur le continent américain. On a une grosse partie en Europe, mais on est vraiment présent partout dans le monde, quoi. Du fait de l'historique, en fait, déjà à l'origine, on avait des implantations dans tous les plus grands ports du monde. Ouais. Donc on a continué à se développer partout, donc on est vraiment présent à l'échelle. Ouais, ça a permis d'avoir un point d'ancrage un peu partout et puis de se développer. Puis d'accueillir, d'accompagner nos clients et partenaires et de se développer dans les différents domaines. Ok. Et pour revenir un peu à vous plus spécifiquement, est-ce que vous pourriez un peu développer concrètement ce que vous faites au quotidien dans vos rôles respectifs? Alors je vais reprendre la partie SPS en fait. Pourquoi il y a eu une mission SPS en fait? Alors ça vient de textes, de directives européennes, etc. Et nous en fait notre métier il est vraiment issu du code du travail. Donc on a des dispositions dans le code du travail qui nous dit en fait voilà les obligations que nous on doit faire. Donc le rôle de la mission SPS c'est que on a une phase conception, comme on en a parlé tout à l'heure, où on va aider le maître d'ouvrage à faire la construction de son bâtiment et à réfléchir comment en sécurité il va pouvoir l'utiliser. Et on réfléchit exactement aussi à l'organisation en fait du chantier. Comme Johanna a dit, il y a plusieurs entreprises et plusieurs corps de métier. On va avoir le gros œuvre, le terrassier, le charpentier, etc. Et donc tout ça, il faut qu'on l'organise en fait de façon à ce que les entreprises ne s'apportent pas des risques entre eux. Le but de la coordination SPS, c'est de gérer les risques qui sont liés à les risques d'interaction entre les entreprises. Donc voilà, c'est pour ça qu'on intervient sur les plannings, on intervient avec les entreprises pour les accompagner sur le terrain, pour de voir comment ils peuvent organiser et quels sont les moyens ils doivent mettre en œuvre pour qu'ils puissent intervenir en sécurité pour eux, mais aussi pour les autres entreprises, les autres corps d'État qui travaillent à proximité. Donc
voilà, on a un portefeuille d'affaires où on a tous ces chantiers-là, sur lesquels on va vivre tous les jours. On va aller faire des visites, on va aller faire des réunions, on va aller contacter les maîtres d'ouvrage, les entreprises. On va vérifier les documents sécurité. On va parler de PPSPS, de PGC, de tous ces documents-là. Donc voilà, notre quotidien, c'est d'aller faire des visites de chantier, de faire de la rédaction de documents, voilà, et de passer des coups de téléphone. Ok, donc ça c'est pour la partie SPS. Et puis pour la partie contrôle technique, il y a différentes catégories de personnel en fait chez nous. On va avoir des chargés d'affaires. Les chargés d'affaires en fait ont le rôle d'embarquer un portefeuille de chantiers qui vont être à différentes phases. Mais si on prend la phase comme on évoquait tout à l'heure, dès les premiers coups de crayon, le chargé d'affaires va accompagner son client pour suivre le dossier. Donc il y a toute une partie conception avec des réunions. On reçoit des descriptifs, donc des CCTP plus ou moins détaillés en fonction des différentes phases d'avancée du projet, des plans, donc on va les analyser, on va faire des réunions de conception avec l'équipe de maîtrise d'œuvre et le client pour voir les sujets. Ça peut prendre en fonction de la grosseur et l'importance du dossier, comme je disais, si c'est une maison individuelle, une passerelle ou une plateforme logistique de 100 000 m² ou un hôpital ou les urgences comme à Bourges, le phasage va être plus ou moins long. Ouais. Mais du coup, on intervient aux différentes étapes et le chargé d'affaires, il va piloter à côté de ça des spécialistes et des techniciens. On a des intervenants, les chargés d'affaires qui couvrent tous les domaines, comme je disais, la solidité, la sécurité incendie, l'accessibilité thermique, acoustique, sismique en fonction des zones. Et après les missions fonctionnement, enfin le panel est assez large. Il va faire intervenir un spécialiste en électricité qui va regarder si toutes les normes et tout ce qui est prévu respecte la réglementation. Il va faire intervenir, s'il a un ouvrage exceptionnel, son référent ou son spécialiste charpente, son spécialiste en fondation, son spécialiste thermique. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, sur la région, du fait que je couvre toute la région centrale de Loire, j'ai des spécialistes dans tous les domaines. Donc c'est-à-dire qu'un chargé d'affaires, même s'il a les compétences assez importantes dans tous les domaines, il va être capable de échanger avec les différents spécialistes au besoin. Donc ça, c'est vraiment le début, jusqu'au moment où on va donner un avis sur le dossier de consultation des entreprises, qu'on va valider étant donné qu'on a travaillé à toutes les étapes. S'il reste encore des remarques, on les liste pour que les entreprises puissent les intégrer. Le maître d'ouvrage va consulter les entreprises vont répondre. Une fois qu'elles seront sélectionnées, le chantier va démarrer. Et pour accompagner l'ensemble, en fait, nous, on va émettre des avis sur les dossiers que vont réaliser les entreprises. Le maçon va, avec son bureau d'études, va faire les plans des fondations, que ce soit des fondations par pu, des fondations superficielles ou autres. Et nous, on va regarder par rapport à l'étude de sol qui a été faite, la cohérence de l'ensemble, et voir si ce qui a été dimensionné permet aux fondations de reprendre les charges, les ouvrages. Et donc ça, on va faire pour tout type d'ouvrages. Comme je parlais, les fondations, les planchers, les murs, la charpente, la couverture, les menuiseries, enfin on couvre vraiment tous les domaines. Là, je vous parle que du clos couvert, mais ça peut être après les dispositions sécurité incendie. Vous avez un établissement comme le vôtre ici, vous avez du public. Comment le public va être alerté, et vous avez des dispositions spécifiques d'équipement d'alarme. Enfin voilà, on va regarder tous les domaines, on va faire un calcul pour voir comment vous allez évacuer les personnes. Et donc on regarde toutes ces spécificités-là. Et alors, une fois qu'on a validé, que les ouvrages sont OK, les entreprises vont faire les travaux. Et là, nos ingénieurs et nos chargés d'affaires vont venir sur le chantier de façon régulière. Ça, c'est en fonction de notre contrat et des besoins du dossier et de notre analyse de risque. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que notre mission, c'est de participer à la prévention des alertes. C'est-à-dire qu'on a une mission par sondage, et par rapport à notre analyse de risque, on sait les éléments critiques et les points et les jalons qu'il faut qu'on va devoir regarder. Donc on va venir aux phases particulières et principales du chantier et en réunion de chantier pour faire le point de façon périodique pour s'assurer que si le plancher il a prévu béton, il avait prévu tel et tel type de ferraillage, on va s'assurer sur une zone que le ferraillage répond bien aux attentes. Les ouvrages particuliers, par exemple les balcons, il y a certaines dispositions constructives. Nous, on va être là pour s'assurer que l'entreprise a bien intégré les dispositions constructives et qu'il n'y ait pas d'erreur.
Après, les entreprises doivent faire leurs autocontrôles et autres, mais nous, on est là pour aussi les accompagner. Donc, on suit pendant toutes les phases de chantier jusqu'à la réception, les différents ouvrages. Donc après, on va regarder. Là, on est dans une salle qui doit avoir une certaine performance acoustique. Vous avez un revêtement de sol qui va absorber. Et ben nous, on va s'assurer que justement le coefficient d'absorption de votre revêtement de sol est le bon par rapport aux dispositions qui doivent être respectées. Et donc, on accompagne le maître d'ouvrage pendant toutes ces phases-là. On émet des avis, on échange avec les différents partenaires et entreprises jusqu'à la livraison du bâtiment. Ok. Et une fois que le bâtiment est livré, si vous êtes en habitation, on va fournir différentes attestations. L'attestation comme en accessibilité, en acoustique, en thermique, notamment. Si vous êtes dans un établissement recevant du public, on doit fournir un rapport qui va permettre à la commission de sécurité de se prononcer pour l'ouverture de l'établissement. C'est-à-dire qu'un établissement, quand vous êtes comme ici, il n'ouvre pas comme ça la veille au lendemain sans rien. Ouais, vous avez des autorités compétentes qui se sont prononcées avec la préfecture et la mairie. Et en fait, je vulgarise, hein, mais on fournit un rapport et le SDIS, donc les pompiers, et la commission va pouvoir se prononcer aussi dans le cadre de leur visite avec nos rapports. Nos rapports sont là pour dire ok, les exigences réglementaires ont été respectées. Et une fois que le bâtiment est livré, on peut accompagner mes ouvrages pendant la garantie de partagement. Et après, le bâtiment, il vit sa vie. Ouais. Et après, on a un collègue de l'exploitation qui intervient. Ouais, Et voilà. Et donc là, c'est le poste de chargé d'affaires. Après, chez nous, on a des responsables opérationnels qui vont une partie de suivi de chantier, qui vont aussi s'occuper de certains chargés d'affaires et qui ont un rôle commercial. Donc aller voir des clients parce que pour gagner des dossiers, répondre à des appels d'offres. Donc ça, c'est la deuxième strate. Et après, la strate comme nous, alors on a, à travers les années, nos titres ont changé, mais en clair, on est le patron d'une région. On a des implantations dans chaque département et nous, on est là pour s'assurer que tout ça fonctionne. Donc, on est là pour mettre de l'huile dans les rouages, pour que nos équipes de chargés d'affaires soient managées et qu'ils puissent travailler de façon sereine sur leurs dossiers. On fait des points réguliers avec eux. Quand il y a des sujets techniques, on est là pour les accompagner. On s'assure que financièrement le service se porte bien. Donc on a tout ce suivi-là, on a un aspect commercial et ainsi de suite. Ok. Il y a plein de choses différentes à faire. Ouais, j'imagine bien. C'est vrai que. Et comme je vous l'avais dit, je suis très bavard, donc je tiens par. Non, mais j'imagine qu'avec autant de secteurs d'activité dans lesquels vous contrôlez, il y a des choses à dire. Et justement, à ce sujet, vous avez parlé de chargés d'affaires du coup dans ces différents secteurs, que ce soit en thermique, acoustique, etc. Est-ce que, s'il y a des étudiants qui nous écoutent, en fait, c'est à partir de quel niveau d'études supérieures qu'on peut être pris à un poste tel que cela chez Bureau Veritas? Est-ce que c'est minimum Bac plus 2, 3, 5? Est-ce qu'il y a des... Alors, historiquement, on prenait beaucoup de Bac plus 5. Okay. Moi, typiquement, j'ai commencé comme chargé d'affaires chez Bureau Veritas. J'ai fait l'IUT de Bourges et après j'ai fait licence et master à La Rochelle, dans le génie civil. Donc, historiquement, on prenait pour chargé d'affaires plutôt des Bac plus 5, mais ça nous arrive aussi de prendre des techniciens, donc Bac plus 2, quand ils ont bien intégré. En fait, le cursus que vous avez à l'université de Bourges fait que vous traitez quand même beaucoup de domaines. Et après, nous, on a une université technique où on va accompagner les collaborateurs, on va les former. Là, j'ai une nouvelle charge d'affaires que j'ai embauchée en septembre. Là, on appelle ça la Bureau Veritas Academy. Elle a intégré l'académie avec les autres chargés d'affaires qui ont été embauchés en France. Et donc, elle est formée, elle fait tout le vernis et tout le panel de tous les domaines. Donc, elle va être sensibilisée et formée en sécurité incendie, en accessibilité, en thermique. On a un agrément pour la sécurité incendie. Donc, après, nous, on doit former nos collaborateurs. Donc, ils ont des stages de plusieurs semaines. Ils ont un tutorat. Donc, en fait, ils sont accompagnés par ils ont un accompagnant qui va les aider à progresser, à mettre en application ce qu'ils ont appris. Et ils passent des examens. Et une fois qu'ils ont passé les examens, que leur tutorat est terminé, on valide un niveau de qualification. Donc, par exemple, le premier niveau de qualification, c'est pour suivre les ouvrages bâtiments d'habitation code du travail qui sont plus simples. Après, vous avez les établissements recevant du public. Donc,
les chargés d'affaires qu'on peut embaucher ou les techniciens. Par exemple, les techniciens qu'on embauche, ils ont souvent un IUT ou un BTS plutôt ELEC, et ils sont embauchés chez nous pour suivre les dossiers. Donc on a un panel assez large. Et est-ce que ça varie, par exemple, là, vous parliez de l'ELEC, est-ce que un bac plus 2 ou 3 a peut-être plus de chances d'être pris qu'un bac plus 2 ou 3 en génie civil, étant donné qu'il y a peut-être plus de disponibilité chez les masters en génie civil qu'en acoustique, ou est-ce que vraiment c'est selon la personne Ça dépend, il y a beaucoup de variables, ça dépend de la personne, de comment elle est ouverte aux différents domaines. En fait, l'avantage chez nous, c'est que comme on multiplie les dossiers, on a une expérience qui progresse très vite. Okay. Donc on a un niveau de compétence qui évolue vite. Si vous voulez faire que du béton, vous êtes 100% béton, et vaut mieux vous orienter vers un bureau d'études béton. Quoique vous pouvez venir chez nous parce que en fait on a des spécialistes dans des domaines. Donc on a des spécialistes béton, on va avoir des spécialistes charpente. Donc on peut aussi avoir des personnes qui sont ancrées dans un domaine et on va l'orienter sur une spécialité et ça va lui permettre d'intégrer. Mais il n'y a pas de vérité à une personne qui est motivée, qui veut nous intégrer, qui a une licence, il peut tenter sa chance. Au niveau national, on prend des stagiaires, donc ça permet de découvrir le domaine. Et après, il peut très bien postuler quand il y a des postes. Il y a des postes qui sont toujours ouverts partout au niveau de la France. C'est ce que je disais en préambule tout à l'heure, c'est qu'on accompagne nos collaborateurs dans leurs évolutions. Il y en a certains, ils ont commencé à Marseille, puis en fait, pour une volonté familiale, ils déménagent à Dieppe. Voilà, on va l'accompagner. On a toujours des agences. On a plus une centaine d'implantations en France. Donc on est toujours capable de trouver un poste qui convient à nos collaborateurs. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, c'est très clair. Et du coup, on parlait pas mal de la partie contrôle technique. Et à ce sujet, est-ce qu'il y a des expériences en particulier qui vous ont marqué, un aléa technique sur un chantier pour telle ou telle raison, que ce soit parce que il y a une difficulté particulière ou que c'est un maître d'ouvrage particulier, un ouvrage particulier? Des anecdotes, on en a plein. Il y a beaucoup de sujets. Ce qui est assez intéressant, et là, si je me parlais de mon cas perso, c'est pas bien de parler de soi des fois, mais je vais quand même le faire. Il faut pas hésiter. Quand j'ai commencé, en contrôle technique, j'avais 23 ans, et j'intervenais en tant que spécialiste structure, parce que j'aimais bien la structure, pour la construction d'une clinique. Donc c'était un bâtiment R+5, qui avait 2 niveaux de sous-sol. Et en fait, j'avais détecté des sujets techniques, et du fait de mon jeune âge, j'avais peut-être pas le poids que je pourrais avoir aujourd'hui en parlant en réunion de chantier. Donc c'est vrai que j'ai maintenu mon avis, parce qu'en fait, ce projet-là, c'était que du préfa. Donc c'était des voiles préfa porteurs qui étaient fabriqués en usine, qui étaient venus, qui étaient mis en place, des poteaux avec des goujons qui étaient mis en place, après des scellements sur place. À l'époque, on faisait des prédales suspendues. Donc en fait, il y avait un peu de coulée en place pour tout liaisonner, et il y avait certaines positions qui faisaient que le bâtiment, en fait, il y a une zone où il tenait pas, et parce que il n'y avait pas d'encastrement, c'était rotulé de partout, donc quand on regarde les efforts de vent, on voit bien que ça tient pas. J'aime bien faire des mouvements comme ça pour qu'on puisse voir, mais si ça rotule de partout, on voit bien que le bâtiment tient pas. Et en fait, le bureau d'études, qui avait peut-être 20 ou 30 ans de plus que moi, m'a pas forcément pris au sérieux au début, mais j'ai été accompagné à l'époque par mon tuteur, et il m'a dit de maintenir ma remarque. On a étayé, on a suivi, et finalement le bureau d'études, en creusant, s'est rendu compte qu'en effet ils avaient fait une erreur, et que en fait le bureau Veritas avait raison. Donc ils ont dû faire des renforts avec des plats pour revenir retravailler la structure. Donc c'est vrai qu'on est des métiers qui sont quand même techniques. Donc des fois, on se frotte avec des gens qui ont une grande expérience, et il faut aussi savoir assumer et échanger avec ses collègues pour être appuyé et maintenir ses remarques. Et avoir une certaine pédagogie, en fait. Voilà, il faut expliquer, en fait, il faut être vraiment transparent et vraiment expliquer le pourquoi du comment. Et tout ça, c'est une finalité. Mais on n'est pas là pour juste vous dire c'est bon, c'est pas bon. On est là, on fait un constat, on dit par rapport à une exigence réglementaire ou par certaines règles de calcul, on doit avoir ça, vous avez ça, donc il y a un écart. Et le but de notre métier, c'est de toujours définir le risque. Là, mon sujet, le risque, c'était en cas d'intempérie ou de fort vent, c'était un risque de déformation de structure, voire d'effondrement. C'est déjà arrivé, c'est pour ça que notre métier existe.
Donc on est toujours là pour justement participer à la prévention des aléas et Il y en a qui le prennent mal, justement, des entreprises chez qui, comme là, pourraient se dire « il remet en cause mon travail » ou... C'est là où la pédagogie est importante, parce qu'en effet, des fois, il faut ménager la susceptibilité de tout le monde. Et on est là pour dire c'est bon ou pas bon, mais en fait, il faut expliquer pourquoi et quel est le risque. On est là aussi pour finaliser le risque. S'il y a un sujet où il y a un écart, on n'est pas à la virgule près non plus. C'est pas ce que je veux dire, mais on est là pour faire analyse de risque. S'il n'y a pas de risque, en fait, on va expliquer l'écart et on va leur dire s'il y a un risque ou pas. Et donc c'est vrai que des fois, il faut échanger en amont avant de faire nos écrits pour expliquer pourquoi on a émis l'avis, quel est le risque, pour que justement les différents interlocuteurs le comprennent. Mais ils sont habitués, hein, notre métier existe depuis longtemps, donc ils sont habitués à reprendre leurs ouvrages, même sur chantier. On arrive, ça m'est déjà arrivé que le chef de chantier, il avait pas accompagné tout de suite ses équipes qui posaient les ferrailles. En fait, l'équipe sur site s'était plantée de sens de portée de la dalle. Ouais. Donc les essais étaient pas du tout dans le même sens. Et là, il a engueulé tout le monde sur le chantier. C'est quoi ce bordel? Et ça lui a fait perdre du temps, parce qu'en fait, mais heureusement qu'on l'a vu, parce que demain, quand vous enlevez les étais et le coffrage, si les ferrailles sont pas mis dans le bon sens, vous avez un risque d'effondrement, quoi. Donc c'est des sujets qui marquent. Après, on a fait des ouvrages exceptionnels. Moi, j'ai travaillé historiquement sur le stade à Angers, là, du SCO, le stade de foot. On travaille sur des ouvrages qui sont toujours particuliers, des gros silos pour du stockage. On a toujours des ouvrages béton je parlais tout à l'heure de passerelles. On a toujours des ouvrages particuliers qui sont intéressants. Après, il y a des sujets dont on peut pas parler. On travaille beaucoup avec l'armée. Et on a des gens chez nous qui sont habilités secret défense. C'est-à-dire qu'ils suivent des dossiers, mais c'est des dossiers qui vont être très spécifiques, qui vont être cryptés, parce que ça ne doit pas sortir de l'armée. Mais ils doivent quand même s'assurer qu'ils respectent toutes les règles. Donc nous, on va les accompagner, on va être là. Mais par contre, on a des habilitations spécifiques pour suivre ça. Et on suit des ouvrages vraiment exceptionnels, parce que en fait, c'est pour construire... des avions, des missiles, des choses. Ouais. Vous avez des ouvrages qui sont... Il y a des enjeux. Vous avez des sujets pyrotechniques, vous allez avoir des voiles béton qui vont être plus larges que la table, parce qu'ils doivent reprendre certains efforts de déformer. Donc on a vraiment des sujets intéressants. Que le jour, on n'est pas que là pour suivre de la maison individuelle, mais c'est très bien, parce que c'est aussi intéressant, parce qu'on voit différents interlocuteurs et partenaires. Mais c'est très vrai. Et sur un ouvrage classique type ERP, ce serait quoi, je ne vais pas dire des négligences, mais des cas où vous êtes peut-être plus amené à mettre lumière sur un point de vigilance que d'autres? Est-ce que ça va être... Est-ce que par exemple, structurellement, on y revient souvent? Est-ce que souvent ça arrive qu'il y ait des problèmes dus à la structure, ou est-ce que ça reste relativement rare et c'est plutôt au niveau de la thermique, de l'acoustique, de l'incendie que ça se joue? Il y a de tout. Comme je disais tout à l'heure, vous pouvez avoir des sujets de structure, mais généralement on les anticipe. Donc au stade de la conception, on les voit et on les traite. Okay. Après, notre métier n'existerait pas s'il n'y avait pas de sinistre en France. Ouais, donc il y a toujours des aléas techniques. Le but, c'est de les anticiper pour éviter qu'il y ait de trop gros sinistres, et des points particuliers. Donc ça, en effet, on va regarder que votre bâtiment va pas s'effondrer sous les charges. Donc on va regarder comment il est dimensionné. Donc on accompagne nos maîtres d'ouvrage là-dessus. Mais après, il y a beaucoup de dispositions constructives à respecter en sécurité incendie dans les établissements de renseignement public. Enfin, on a pu le voir récemment avec en Suisse aussi, ce qu'il y a eu qui était très grave. On est là pour s'assurer que les entreprises mettent en œuvre les matériaux qui vont respecter les exigences réglementaires. Donc on demande que les entreprises nous transmettent les PV de leurs matériaux, avec que les PV soient valides et qu'ils soient bons dans le domaine d'emploi. Donc nous, on est là pour les récupérer en amont, pour dire attention, vous devez avoir telle et telle réaction au feu, vous devez avoir telle et telle disposition en coup-feu réglementairement. Soit tout est prévu et tout va bien, soit il y a des choses qui n'ont pas été vues, et nous on est là pour dire attention, réglementairement il y a tel et tel sujet, et là il y a un écart. Ok. Donc on est là pour faire ce zoom arrière justement pour l'ouvrage, parce que poser du placo
Les entreprises, ils n'ont pas besoin de nous, ils vont savoir faire. Mais par contre, pour savoir tel type de cloison à tel endroit, pour telle ou telle raison, on est là justement pour s'assurer que c'est respecté. Ok. Et après, ça peut être l'accessibilité. La thermique, c'est un gros sujet. Donc, il y a des bureaux d'études thermiques qui vont faire des notes de calcul et qui vont faire le dimensionnement pour l'ouvrage. Et nous, on va être là pour s'assurer que entre la note de calcul, ce qui est prévu dans le CCTP, ce qui est fait sur place, tout soit cohérent. D'accord. Et pour parler un peu de la partie CSPS à présent, donc vous aviez dit que vous interveniez tant en phase d'exécution qu'en exploitation, après une fois l'ouvrage réceptionné. Non, pas l'exploitation. On intervient après, une fois que l'ouvrage est construit, après on n'intervient plus. Ah oui, après, oui, c'est l'exploitant qui gère la sécurité de ces interventions ultérieures. Nous, on est vraiment sur la phase construction. Donc conception au début, au démarrage avec les coups de croix, enfin les croquis, etc. Et après la réalisation proprement dite. Donc c'est vraiment l'organisation du chantier. Et justement, au niveau de l'organisation du chantier, en phase d'exécution, ce serait quoi un danger qui est souvent sous-estimé, je dirais, par une entreprise, voilà, un moyen de protection individuelle ou collective qu'on doit souvent rappeler ou dire de mettre en œuvre. Nous, comme je l'ai dit, la mission SPS, c'est issu du Code du travail, mais c'est aussi issu des principes généraux de prévention. Okay. Donc, dedans, le premier principe, en fait, c'est d'éviter le risque. Donc, on va organiser le travail pour que on évite le risque au maximum. Donc, sur toutes les parties accès de chantier, zone de stockage, zone basse vie, les circulations en hauteur quand on doit accéder sur une terrasse, etc. On va vraiment veiller à ce que toutes ces zones d'intervention en fait soient vraiment protégées pour que les salariés puissent intervenir, circuler dans les meilleures conditions. Et de quelle manière exactement? C'est des filets ou ça va être du garde-corps rigide sur les toitures terrasses. Ça va être des filets effectivement quand on est en ville, en fait, en pleine ville. Vous avez un échafaudage, en fait, on va demander à l'entreprise qu'elle mette sur son échafaudage un filet micromaille, c'est-à-dire que tout ce qui est chute de matériaux, chute d'outils, des choses comme ça, en fait, ne viennent pas chuter sur la voirie, mais restent en fait dans la zone chantier. Donc tous ces risques-là, en fait, on les identifie au démarrage et après on traite avec les entreprises pour qu'elles puissent mettre en place les équipements, les moyens en œuvre. Et après on vérifie que ces moyens-là, ils sont bien là, constants jusqu'à la fin du chantier. Ok, d'accord. Et est-ce que, un peu similaire à la question que je posais tout à l'heure, est-ce qu'il y a une expérience, un accident, malheureusement, qui aurait retenu votre attention? Comme partout, sur des accidents, on en a un peu, alors régulièrement plus ou moins, en fait, ça dépend vraiment de la vie de la construction. Ouais. On a des accidents graves depuis longtemps. On a rarement des accidents très graves sur la zone. Sur la région centre, moi je parle pour le moment que de la région centre. Dernièrement, on a un accident, en fait, quelqu'un qui a chuté d'une toiture parce qu'il n'était pas attaché et que la protection collective, en fait, n'était pas justement a pas réussi à assurer sa bonne protection collective. Donc il a chuté, il est pas décédé, son pronostic vital n'est pas engagé, mais voilà, on a géré de temps en temps des accidents comme ça graves qui arrivent. Non, il n'y a pas des sujets. Alors, les accidents de la construction, le premier risque d'accident, en fait, c'est déjà l'accident de circulation. Donc, l'accident routier pour pouvoir se rendre sur les chantiers, ça c'est le premier risque et la première cause d'accident. Ok, est-ce que un contrôleur CSPS, est-ce que c'était déjà arrivé que vraiment tu arrives sur un chantier et ça va pas et tu bloques le chantier pour vraiment mettre tout de suite en place une protection collective? Ouais, ça peut arriver. Alors en fait on a vraiment trois risques majeurs en fait et sur lesquels en fait on parle de danger grave et imminent. Il y a les risques de chute de hauteur, c'est-à-dire que typiquement on voit un salarié qui se trouve sur une terrasse et il n'est pas du tout en protection, que ce soit une protection collective ou individuelle. Là notre rôle en fait c'est déjà d'aller faire de la pédagogie auprès de l'entreprise pour dire attention, là vous avez le risque majeur, d'arrêter la tâche et ensuite d'assurer la chaîne en fait de communication auprès de son employeur, puisque en fait nous on va parler de trois risques principaux. On va parler des risques propres de l'entreprise, qui est de la responsabilité du chef d'entreprise, de l'employeur. Et ensuite, on va parler des risques importés, exportés. Et donc ça, c'est plutôt notre côté organisation, en fait, avec le maître d'œuvre,
le maître d'ouvrage, les autres entreprises, on va traiter ces risques-là. Donc quand on a un risque propre, effectivement, on va déjà voir le risque propre, l'employeur, pour dire il faut traiter ce risque propre-là. Et ensuite, on va activer la chaîne avec la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, pour dire attention, il y a un défaut de protection collective. Il faut absolument remettre en place la protection collective avant de refaire intervenir un intervenant. Donc voilà, notre rôle, c'est vraiment le lien qu'on doit faire avec les entreprises, les maîtres d'œuvre, pour que l'enchaînement en fait et la mise en œuvre des éléments soient mis en place. Ok, et est-ce qu'il arrive parfois qu'il y a un mode opératoire technique du coup qui est décidé en phase de conception et qui est remis en cause parce que en fait ça garantit pas la sécurité collective ou individuelle des ouvriers, qu'on doit revoir carrément la méthode technique. Tout à fait. Un des risques, c'est l'approvisionnement en fait dans le logement en fait, c'est l'approvisionnement à différents niveaux, à différents étages, et souvent on est amené à proposer au maître d'ouvrage de mettre en place des barrières écluses ou des recettes à matériaux pour pouvoir sécuriser en fait les gens qui vont venir récupérer les matériaux sur les différents niveaux et de pouvoir en fait mettre en commun, parce que notre rôle aussi c'est de mettre en commun en fait pour toutes les entreprises, parce qu'on va avoir le plaquiste, on va avoir l'électricien, on va avoir le plombier qui va approvisionner des matériaux, et donc de mettre en commun en fait une zone de sécurité qui vont permettre à tout le monde de pouvoir assurer la sécurité de leurs intervenants. Donc souvent ces matériaux-là, enfin ces équipements-là, en fait, on les propose au démarrage du chantier. Et alors ça vient de plus en plus en fait. C'est la pédagogie depuis différentes années en fait. Ça arrive de plus en plus. Et on se rend compte qu'en fin de compte, en facilitant et en mettant en commun ces aménagements-là, ça améliore le planning, ça améliore plusieurs choses sur la vie du chantier, et notamment la sécurité des salariés, qui permet en fait de pouvoir faire le projet en fait dans de bonnes conditions. Et pour exercer ce style de profession, manager CSPS, ce serait des étudiants qui viendraient de quel parcours scolaire? Alors, on a souvent les gens qui viennent sur de la coordination SPS, c'est un métier très professionnel. C'est-à-dire qu'on a des prérequis avant de devenir coordinateur SPS. On a des prérequis en fait qui nous demandent une certaine expérience dans le métier de la construction. Donc ça peut être du bureau d'études, ça peut être en tant que chef d'équipe, ça peut être en tant que manœuvre. C'est rare qu'un étudiant jeune diplômé rejoigne direct un poste tel que celui-ci, ou est-ce que ça se fait aussi? Alors maintenant ça se fait, il y a une école qui se trouve dans le sud, sur Nice, dans le coin de Nice en fait, qui forme en fait au métier de coordonnateur SPS de niveau 3. Parce qu'en fait nous on a 3 niveaux dans notre métier. Le niveau 3, c'est pour suivre en fait des petits chantiers de courte durée, et donc ça va être de la rénovation de boutiques, ça va être vraiment des petits chantiers avec un nombre d'intervenants qui est assez limité. Ensuite, on a des niveaux 2 qui est le plus courant. Ça va être des entrepôts, ça va être du logement, des 5, 6, 7 étages, etc. Et ensuite, on a des niveaux 1 qui sont vraiment les très gros chantiers un peu particuliers. Donc on va prendre le tram de Tours, c'est un chantier un peu particulier, c'est du niveau 1. L'hôpital de Tours, c'est pareil, c'est un chantier de niveau 1. Les urgences de Bourges, c'est pareil, c'est un gros chantier, donc c'est du niveau 1. Pour pouvoir atteindre ces niveaux 1 et niveau 2, il faut avoir une expérience dans le métier de la construction. Et c'est Bureau Veritas qui catégorise les opérations niveau 1 et niveau 2? Non, c'est une maître... Alors, il y a des règles qui sont définies dans le Code du travail en fonction d'un certain montant de travaux, et surtout en fonction du nombre de personnes qu'il va y avoir tous les jours sur le chantier. Si vous avez 2-3 personnes sur un chantier, sur un petit chantier, les risques sont complètement différents que si vous avez 500 à 600 personnes. L'hôpital de Tours, actuellement, il y a 500 salariés qui se trouvent sur le chantier. Donc là, les risques sont beaucoup plus important. Donc voilà, c'est surtout ces critères-là qui vont définir si on est en niveau 3, niveau 2 et niveau 1. Et donc la compétence de niveau 2 et niveau 1, il faut avoir une compétence dans le métier de la construction qui va de 5 ans à 10 ans. Donc c'est pour ça que c'est difficile d'avoir des jeunes étudiants qui sortent de l'école pour pouvoir assurer ce type de chantier-là. Il faut acquérir de l'expérience. Alors l'expérience, on peut l'acquérir aussi avec de la prévention sur le chantier. On a aussi des préventeurs sur le chantier qui viennent, eux, gérer les risques propres du chantier des entreprises. Donc à savoir, est-ce que les salariés sur le chantier ont bien tous leurs EPI?
même si ça reste de la responsabilité du chef d'entreprise, nous on est là pour, enfin les préventeurs sont là pour veiller à ce que tous les EPI sont bien en place, sont bien à disposition en fait des salariés. Et donc quand on a acquis une certaine expérience dans ce métier d'animateur de prévention ou de préventeur, on peut prétendre à passer les attestations de coordonnateur SPS. Et au niveau des équipes, est-ce que ça peut arriver d'être mal reçu quand on arrive en tant qu'opérateur SPS, ou est-ce que ça évolue dans le bon sens? Parce que parfois, je sais qu'il y a certaines équipes de chantier qui peuvent se dire il vient nous faire chier entre guillemets, mais est-ce que il y a quand même un progrès au niveau d'à quel point on conscience les ouvriers que la sécurité c'est... On est, moi j'ai l'habitude de dire qu'on n'est pas le gendarme sur le chantier en fait. Notre rôle c'est pas d'être gendarme. Le coordonnateur SPS, il est là en fait pour donner du lien entre les entreprises et qu'elles puissent discuter entre elles. On est là pour poser des questions, mais on a vraiment un rôle de pédagogie. Ça c'est vraiment le lien. On peut avoir des gens en face de nous qui s'énervent, qui prennent la mouche, qui nous écoutent pas, mais notre rôle c'est de rester calme et toujours d'essayer de prouver que quand on fait les choses collectivement, on arrive à ne pas avoir d'accident. Parce que le but du jeu, c'est de pas avoir d'accident. Parce que les accidents, ça coûte cher, ça joue sur le planning, ça joue sur l'intérêt de personne. L'intérêt de personne. Donc notre rôle, c'est vraiment d'avoir de la pédagogie sur ces sujets-là et de créer un lien entre le maître d'œuvre, les entreprises, pour qu'on puisse travailler en fait dans des bonnes conditions. Et quand vous allez sur un chantier qui est bien rangé, où il n'y a pas de problématique de circulation, qu'on se rend compte qu'il y a bien tous les garde-corps partout, les salariés en fait vont prendre plaisir à travailler sur ce chantier-là. Et dans ces conditions-là, il y aura moins de risques. En fait, les risques sont gérés, donc il y aura moins de risques d'accident. Ok, très clair. Et comme je le disais un peu au début de l'épisode, c'est vrai que, en tout cas, à titre personnel, j'ai fait un BUT en génie civil et on nous parlait pas mal d'entreprises assez traditionnelles dans le BTP, Vinci, Eurovia, Bouygues et j'en passe. Qu'est-ce qu'un étudiant issu de BUT, de master, de BTS pourrait venir chercher chez Bureau Veritas d'intéressant en comparaison à d'autres groupes traditionnels du BTP? Quel avantage pourrait donner C'est un métier complètement différent en fait, mais l'intérêt c'est que vous multipliez le nombre de dossiers différents. En fait, quand vous allez être conducteur de travaux, vous allez avoir quelques dossiers, vous allez les suivre. Moi, j'avoue que quand j'étais à Bourges, je connaissais pas forcément le métier de contrôleur technique. Je l'ai découvert par des connaissances. J'ai fait stage comme chef de chantier, puis conduite de travaux. La conduite de travaux m'intéressait, le bureau d'études pas trop, parce que je trouvais que je me cantonnais trop à un domaine. Enfin, c'était ma vision à l'époque. Et en échangeant avec du coup des chefs d'entreprise, ils m'ont dit mais regarde, le contrôle technique c'est un métier qui est assez intéressant. Et c'est vrai que c'est pas très connu, on n'en parle pas beaucoup dans les études. T'as commencé chez Bureau Veritas ou t'as fait J'ai commencé chez Bureau Veritas. Je dis souvent que je suis un pur produit Bureau Veritas et que j'ai fait du stage dans l'entreprise générale, Vinci notamment, mais j'ai commencé ma carrière vraiment quand j'ai fini mes études chez Bureau Veritas. En fait, j'ai fait mes 2 derniers stages et mes projets de fin d'études dans la boîte. Et a priori, j'étais pas trop mauvais, donc ils m'ont proposé un poste. Ils étaient en train de le chercher, donc j'ai été pris et ça a permis d'intégrer la société et d'évoluer dedans. Moi, ce qui m'a tout de suite plu, comme je disais tout à l'heure, c'est que en fait, chaque jour est différent. On travaille sur des ouvrages particuliers. On peut travailler sur des grosses réhabilitations d'un bâtiment qui va être en R+10, comme une maison d'architecte avec une méga piscine, des maisons que moi je pourrais pas me payer aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs millions d'euros de travaux. Où on va travailler sur un hôpital, une maison de retraite, des ponts. C'est la diversité des opérations. C'est vraiment la diversité des opérations. Et puis, vous touchez à tous les domaines. Si vous avez des pétences en thermique, vous allez vous éclater chez nous parce que tous les dossiers aujourd'hui, vous avez des obligations en thermique, donc vous allez être là-dessus. Et puis, on va vous former si vous avez besoin sur les autres domaines. Mais si vous aimez l'acoustique, vous allez vous y retrouver. Il y a de l'accessibilité, il y a de la structure. C'est vraiment ce panel complet que je trouve dommage
qui est passé l'information en fait dans le cursus universitaire sur ces domaines-là. Parce qu'on est quand même nombreux. Je trouve aussi, pour être honnête. Il y a beaucoup de domaines et alors moi j'ai d'autres passions dans la vie, mais mon métier me plaît et c'est devenu une passion parce qu'en fait c'est pour ça que je suis très bas. D'ailleurs, je pourrais en parler pendant des heures parce que je trouve que vous touchez beaucoup de domaines. Vous avez une interaction avec un nombre de personnes assez important parce que vous avez un dossier, vous allez avoir une vingtaine d'entreprises, vous avez l'équipe de maîtrise d'ouvrage, l'équipe de maîtrise d'œuvre. Vous passez à un autre chantier, vous allez avoir c'est un petit dossier, vous allez avoir que 10 entreprises, mais vous avez une autre équipe de maîtrise. En fait, vous avez un panel de gens, vous cultivez parce que vous multipliez le nombre de dossiers, vous multipliez les interactions sociales. Après, c'est vrai que quand vous êtes dans nos métiers, faut aimer passer des coups de fil parce qu'en fait, vous êtes sollicité. Vous avez une partie bureau, vous avez une partie extérieure. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que quand vous avez un temps comme aujourd'hui, ça vous pousse plus à faire des visites de chantier que quand il fait moins des températures négatives ou quand il pleut beaucoup. Mais voilà, vous avez une partie terrain, vous avez une partie technique au bureau, tout ça mélangé pour participer à l'acte de construire et faire qu'à la fin le bâtiment soit sorti. Moi, j'ai quitté Tours, je suis allé dans l'Ouest, j'ai travaillé j'ai piloté l'Est de la région Ouest, donc j'étais basé à Angers puis Nantes. Mais quand je suis revenu à Tours où j'étais chargé d'affaires, je passe dans des zones, je fais tiens, en fait là tout autour du rond-point, tous les bâtiments qui est autour du rond-point, c'est moi qui les ai suivis quoi. Donc c'est une certaine fierté d'avoir pu accompagner les équipes pour que le bâtiment se monte et qu'aujourd'hui il soit toujours là, périn, exploité. C'est très riche en fait intellectuellement d'avoir des différents secteurs, les différents projets qu'on a vus. C'est comme ça change un peu tous les jours, c'est assez riche en fait. On s'ennuie pas. Voilà, nous en SPS, alors on peut passer du gaz, comme on peut passer à des chantiers électriques, RTE pour les lignes électriques, comme au nucléaire, on peut rentrer aussi dans le nucléaire. Voilà, c'est très très riche. Je pense que la principale qualité, c'est de savoir s'adapter en fait. Comme tous les jours se ressemblent pas, il faut tous les jours en fait savoir s'adapter aux gens qu'on a en face de nous, aux actions qu'on doit faire en fait. Et ça c'est une vraie qualité du chargé d'affaires, que ce soit CT ou SPS. Ok, très clair. Et pour parler maintenant rapidement du volet innovation, avancée technologique, il y a pas mal de professions qui sont impactées par ça. On entend pas mal parler de l'IA. Dans la construction, il y a aussi le BIM dont on entend parler. Est-ce qu'il y a un peu des transformations dans les méthodes au sein de Bureau Veritas Alors on a un service innovation chez nous. Donc on utilise effectivement toutes les innovations en fait qui sont mises à disposition aujourd'hui. Voilà, on les utilise, on les adapte en fait en fonction de nos métiers. Et alors si on prend l'IA, effectivement, on a une IA en fait qui est interne Bureau Veritas, qui est dédiée Bureau Veritas, qui va nous permettre en fait de faire de l'analyse documentaire. Voilà, on a beaucoup. Vous avez une interface développée par votre service. Exactement. On a une IA qui s'appelle Jules, qui a été créée, qui est vraiment fermée, qui est propre à Bureau Veritas, il n'y a pas d'interaction extérieure. Elle s'appelle Jules, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est en référence à Jules Verne. Ce qu'il faut savoir, c'est que Bureau Veritas est cité dans certains romans de Jules Verne. Voilà. D'accord, ok. Notamment 20 milieux sous les mers. Voilà. Donc c'était une petite référence. Et cette IA, elle est utilisée pour aider nos chargés d'affaires quand ils ont besoin de reformuler certains écrits, parce que en fait on est très technique et on parle à des maîtres d'ouvrage qui sont beaucoup moins techniques que nous. Alors il y en a certains qui sont très techniques, mais de base le maître d'ouvrage est considéré comme incompétent. C'est pour ça qu'il simplifier des formulations parfois que voilà pour vulgariser un peu nos techniques pour que ce soit nos écrits pour qu'ils soient le but c'est pas de dégrader la technique, mais le but c'est qu'elle soit compréhensible et donc ça permet d'aider certains collaborateurs. Et on a de l'IA générative qui est intégrée dans nos outils de production pour justement corriger nos écrits directement. C'est-à-dire qu'on a Jules qui est un applicatif où on peut lui demander ce qu'on veut, on fait un prompt, on a des prompts qui existent et on peut en créer. Moi j'en crée certains prompts pour m'aider, pour analyser des documents. Quand je reçois un document de 500 pages... Et tu les mets quelque part, les prompts, dans Word ou sur... non, ils sont directement dans notre appli. Ah oui, d'accord, ok. Dans notre outil, j'ai juste à aller la chercher. Il y en a qui existent, on a différents puissances de méthode de calcul si on veut quelque chose de rapide ou de plus poussé qui va
aller chercher plus ou moins d'énergie. Et on a du coup nos outils, toi tu as séquence... Ensuite on a des outils de production, nous comme je vous l'ai dit c'est calé sur le code du travail, donc avec vraiment des dispositions qu'on doit faire à des temps donnés, en fait à des moments donnés. Donc on a vraiment développé un outil informatique qui nous permet en fait de bien faire nos écrits en fait au moment voulu. C'est par Bureau Veritas celui-là aussi? C'est un interne Bureau Veritas. Okay. Ils sont tous nos outils développés de production sont internes Bureau Veritas. Pas de fuite de données. Exactement. Voilà, c'est protégé et l'intérêt c'est que aussi dans les collaborateurs qu'on embauche proviennent de divers horizons. Et il y en a certains qui sont très axés justement sur l'intelligence artificielle ou sur l'innovation. Et en fait, on a des chefs de projet qui ont un temps dédié pour aller sur l'innovation. D'accord. Donc on a un directeur France qui dans les différentes filiales. Nous, dans la filiale de construction, on a un directeur de l'innovation qui va justement piloter, et on a des chefs de projet qui sont basés partout en France, qui vont avoir un temps dédié pour créer certains logiciels. On a un applicatif qui nous permet sur nos smartphones de faire des remontées de situations dangereuses. Nos collaborateurs, en fait, quand ils vont sur chantier, le risque est présent tout le temps. Une échelle qui est mal accrochée, ils ont un droit de ne pas faire. C'est-à-dire que s'ils estiment qu'ils ne sont pas en sécurité, soit ils vous voient avec le maître d'ouvrage et l'équipe de maîtrise sur place pour que l'accès soit sécurisé, soit l'accès n'est vraiment pas sécurisé, ils sont en danger et ils ont le droit de ne pas y aller. Ils reviendront plus tard quand ils pourront intervenir. Et en fait, cet applicatif-là permet de prendre une photo, de faire référence au chantier, de détailler l'ensemble, et on appuie sur envoyer. En fait, c'est distribué au manager, à notre responsable QSSE et au directeur d'agence. Et ça a été développé en interne par un de nos collaborateurs en France qui aimait ça. Et donc, on a accompagné. Il y a toute une innovation en fait qui est faite où il y a des crédits qui sont alloués pour dégager du temps, pour pas que ça impacte le centre budgétaire, parce qu'on est tous là pour nourrir nos équipes. Donc, il faut qu'ils puissent ramener suffisamment d'argent, je sais pas quel terme utiliser, mais voilà. Oui, on est dans un monde financier, on les paye, donc il faut qu'on arrive à avoir suffisamment d'argent pour les payer. Et donc du coup, il y a des crédits qui sont alloués pour que ces personnes-là qui ont un temps dédié puissent justement avoir vraiment le temps. C'est pas un temps caché. Ils ont ce rôle-là. Il y en a certains qui sont plus sur le développement d'outils, qui ont dans certains groupes. Au niveau national, vous allez avoir un manager, un responsable opérationnel, un ou deux chargés d'affaires, un technicien, et ils vont travailler ensemble. Il y a des calls par Teams, par exemple, où ils vont se donner certains axes d'amélioration, et après on a des gens chez nous qui vont faire de la prog, qui vont faire développer les outils. Et on utilise vraiment tous les outils informatiques en fait, qui nous permettent de faire évoluer notre métier en fait et d'avancer. Ok, et là tu évoquais l'usage de l'IA à des fins de rédaction, mais est-ce que vous l'utilisez également parfois pour de l'aide à la vérification? Par exemple, moi j'ai souvenir à l'IUT de Bourges justement d'avoir parfois vérifié la conformité sécurité incendie, ERP, etc. Et il y a beaucoup de documentation cherchée dans des papiers. Et est-ce que parfois il y a des usages de l'IA qui peuvent vous permettre de gagner du temps à ce niveau-là aussi? En fait, on a des sujets qui sont en cours, il y en a d'autres qui avancent un peu plus vite, mais par exemple avec l'IA, en effet, ça va être une aide pour dégrossir, parce que des fois les entreprises nous envoient un bottin de 500 pages pour avoir un PV. Parce que, alors autant il y a 20 ans, je vais faire mon vieux là, on recevait les documents papier et comme les entreprises payaient, ils vous envoyaient juste le document. Là c'est tellement plus simple de vous envoyer le bottin et entre guillemets débrouillez-vous. Alors normalement ils sont censés nous dire où c'est, mais des fois donc l'IA va nous aider justement à analyser, faire cette rapidité de recherche, mais elle est là aussi en étude pour préparer certains éléments. Toi tu l'as aujourd'hui en CSPS. Oui, pour faire du chiffrage, pour faire tout ça, on utilise l'IA en fait pour ressortir vraiment les éléments essentiels. Okay. Après notre IA, elle est interne Bureau Veritas, mais en fait elle ne remplacera jamais l'analyse, la décision finale. Voilà, ça va être une aide, ça va être un accompagnement, ça va nous aider à sortir effectivement les quelques éléments qu'on a besoin. Et Et au sujet du BIM, vous alors le BIM, ça, il y a quelques années, on en entendait parler partout. En fait, on s'est rendu compte que le BIM, alors
il y a les très gros projets d'envergure, si ça a été fait en BIM, mais en fait dans tous les dossiers que j'ai vus jusqu'à maintenant, le BIM était là pour faire une magnifique image 3D du projet, mais on s'arrêtait souvent là parce que le niveau de détail n'était pas assez poussé. Nous on a développé des outils iCheck notamment ça s'interfaçait avec justement l'outil pour faire des vérifications. Par exemple sur le BIM sur du logement, on avait une interface qui faisait qu'elle allait analyser pour voir si tous les diamètres de 150 dans les salles de bain étaient respectés, les espaces de manœuvre, les largeurs de circulation, et ça nous faisait ressortir en rouge ce qui allait pas, les hauteurs d'échappée dans les escaliers, vous avez les hauteurs qui étaient incohérentes, ça vous permet de les ressortir. Donc c'est des outils qu'on a développés. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas des choses qui sont vraiment utilisées. On passe parfois plus de temps à mettre tout en place qu'à vraiment l'exploiter. C'est peut-être ça le... Oui, et puis c'est surtout qu'en fait, aujourd'hui, les projets qu'on a, le niveau de détail est pas assez poussé pour vraiment utiliser le BIM jusqu'au bout. Après, nous, nos collaborateurs sont formés pour, donc on sait faire. Donc après, on est là plutôt à s'adapter en fonction du besoin du maître d'ouvrage, quoi. Et en termes de matériel, parce que là on a parlé des innovations plus point de vue bureau, est-ce que pour des techniciens qui viennent prendre des mesures, enfin ça peut être vraiment dans tout type de secteur, hein. Là je pense au secteur géomètre parce que j'ai une formation sur le cas il n'y a pas longtemps, mais en thermique, en acoustique, en incendie, est-ce que dans le matériel il y a aussi de l'innovation ou est-ce que c'est... Il y en a tous les jours parce qu'on a toujours des matériels pour faire les mesures qui évoluent. Après, l'innovation, elle est plus... j'en ai parlé tout à l'heure, mais quand on a fait notre transition numérique, c'est déjà une grosse innovation. On était en avance sur tout le monde. Le Covid a fait que tous nos confrères se sont remis à jour parce qu'ils ont pas eu le choix. Nous, quand il y a eu le Covid, en fait, on a pu continuer à travailler. Parce qu'on était déjà tous nos documents étaient en e-dossier, on avait déjà les connexions à distance, on avait les écrans, on était 100% dématérialisés. En 2018-19, vos homologues, ils n'avaient pas fait la transition pas tous, certains oui, mais en fait, nous, on a fait notre transition numérique en 2010. En 2010, nos chargés d'affaires ont ouvert les yeux parce qu'ils nous ont dit comment ça, on n'a plus de papier. Mais voilà, on a tout mis en e-dossier sur des SharePoint avec tous les éléments. Donc c'était ça à l'époque. Microsoft, SharePoint. Oui, c'est un drive. Oui, c'est un drive, voilà. C'est vraiment un e-dossier où vous allez tout stocker dessus et après, à distance, soit vous avez des droits d'accès en fonction du niveau de responsabilité, mais au sein du service, les chargés d'affaires peuvent aller chercher les éléments. Okay. Après, ils ont les PC ou les tablettes sur chantier pour aller voir les documents directement. Quelques lunettes connectées. Des lunettes connectées. Ce qui permet d'aller voir les chantiers, en fait. Et de faire de la supervision parce qu'on a aussi une partie supervision de nos collaborateurs et on peut utiliser des lunettes connectées pour faire des supervisions. Et l'usage, ça va être quoi concrètement, des lunettes connectées? Les lunettes connectées, ça peut voir le bâtiment quand vous voyez la maquette en 3D. En fait, vous pouvez voir le bâtiment et essayer peut-être de voir s'il y a des sujets à voir ou pas. Ou même pour un accompagnement terrain d'un collaborateur, on a le spécialiste qui est à Marseille, en fait le technicien il est à Tours. En fait, il va avoir les lunettes et le spécialiste qui est à Marseille va avoir la même chose que le collaborateur. D'accord. Donc il va lui dire, vas-y, va voir ce point-là, regarde, teste ça, on comment peut tu fais. Enregistrer après pour exploiter. Oui, c'est enregistré, je pense, mais ça. Moi, je l'ai pas pratiqué directement, mais on a déjà vu des présentations. Pas les toilettes, quoi. Quand on... Faut penser à déconnecter. Et c'est comme tout. Mais voilà, ça permet justement à distance d'aider le collaborateur à faire sa vérification. On a tous ces outils-là qui sont utilisés. On a vraiment un vrai service d'innovation. Donc voilà, on est... Après, quand on est sur chantier, il nous faut toujours notre maître pour vérifier la section des armatures ou notre pied à coulisses. Mais voilà, il y a des sujets qui sont toujours terre à terre. Mais par exemple, on a certains de nos collègues qui font de la thermographie infrarouge. C'est-à-dire que pour regarder les déperditions de votre bâtiment, on va à l'aide de drones qui ont des caméras thermiques. Aussi, par exemple, voir les déperditions ou la thermographie pour nos collègues en exploitation. Vous allez voir les zones de chauffe sur un tableau. D'accord. En fait, ça permet d'identifier les points de chauffe et voir là où il y a des problèmes. Ça vous permet de le voir immédiatement. Et en effet, pour
avec les drones et les caméras thermiques, ça permet de faire des inspections pour voir les déperditions. Mais nos collègues, par exemple pour le pont de Saint-Nazaire, ont fait une analyse et au lieu d'avoir une grue déportée, en fait, ils ont fait par drone. Ça permet d'aller voir les assemblages, l'état de conservation des éléments. C'est des choses qu'on... Pareil pour les remontées mécaniques. Il y a eu des missions sur toutes les remontées mécaniques en fait en Savoie, de vérifier tout l'état des pylônes, en fait, les points de rouille, les points de fixation, etc. Et on a fait ça par drone. Et on le fait aussi, nos collègues, quand vous avez des cuves pour éviter qu'un être humain rentre dedans, en fait, vous avez un drone spécifique qui va permettre d'aller dans la cuve pour inspecter, pour pouvoir faire des mesures, et ainsi de suite. Ok. On a un peu de tout. Bon, je vous remercie beaucoup, ça vous a plu? Très bien. Très bien. J'espère qu'on n'a pas été trop bavard. Ah non, très bien, c'était complet et puis ça m'a plu également, donc tant mieux. Je vous remercie. Merci à vous.